Moi, je leur dis, je vais être styliste. Ma mère était femme de ménage et mon père tourneur-fraiseur. Donc, comment vous dire que, ok. Donc merci beaucoup Elise pour tout ce parcours. Ce que je te propose du coup, c'est qu'on revienne au début. Avec plaisir. Première phase, le lancement. Alors déjà, je suis curieux, c'est comment tu as créé cette entreprise? Est-ce que tu as lu des livres? Comment tu t'es renseigné sur comment on crée une entreprise? Parce que c'est pas si simple que ça. C'est pas hier. Comment c'était très instinctif. Donc, à l'époque, j'étais à Barcelone, je finissais mon expérience chez Massimo Dutti. J'étais convaincue que ce métier de styliste dans des studios n'était pas pour moi. Et j'avais vraiment cette envie de créer mes propres produits, mais pas forcément mon entreprise. Donc, j'y ai vraiment été à tâtons où j'ai créé mes produits. Donc, bah, j'ai dû trouver de premiers fournisseurs et ensuite, bah, fallait les vendre. Donc là, je me suis renseignée et ça a été, merci YouTube en fait. Merci YouTube, merci Google. C'est que bah, je suis autodidacte aussi dans l'artisanat du bijou. Et donc, bah, pour créer mes propres produits, bah, j'ai regardé des vidéos YouTube de montage de produits. Dès qu'il a fallu se mettre à la soudure, parce que j'avais plus d'envie, le montage ne me suffisait plus, j'avais envie d'aller plus loin. Bah pareil, j'ai mis YouTube, j'ai regardé des vidéos de soudure, j'ai regardé les outils qu'ils utilisaient, les fournitures, je les ai achetés et j'ai j'ai fait plein d'essais, j'ai brûlé beaucoup de choses, abîmé beaucoup de choses avant de réussir et de le savoir le faire, l'avoir en main. Et pareil pour l'entrepreneuriat en fait. C'est à tâtons. Dès que j'avais un besoin, donc le site internet, bon bah j'ai regardé sur Google comment créer un site internet. J'ai vu Wix, hyper ludique. Donc moi je le conseille énormément Wix parce que c'est vraiment adapté aux jeunes entreprises, aux jeunes créateurs. L'interface est très facile à prendre en main. Il n'y a aucunement besoin de coder et ça m'a permis de créer un site internet dès le départ. Et finalement, l'entreprise n'était pas un sujet, mais c'est toutes les petites étapes. Bon, bah, j'ai un produit, il faut le vendre. Donc, pour le vendre, la première étape, c'est je veux faire un produit, il me faut des fournitures. Ok, je prends des fournitures, il faut savoir le faire, donc j'apprends à le faire. Je l'ai, maintenant il faut le vendre, donc comment on le vend? Ok, un site internet, donc comment on fait un site internet? Et ensuite, il faut expédier, donc comment on expédie? Ok, donc dans quoi? Bah, faut une petite carte, ok, donc bah, qu'est-ce que je mets sur cette carte? Et puis voilà, plein de choses comme ça qui fait que bah, c'est au fur et à mesure que j'ajoute ça. Et c'est vrai que le côté entreprise, j'ai pas acheté entreprendre pour les nuls et me dire avoir la to-do de tout ce qu'il fallait avant de commencer. En fait, j'ai commencé. C'est ma façon de fonctionner. C'est que on y va et on voit. Et encore aujourd'hui, je suis très bon, on verra. Moi, c'est beaucoup oui. Et puis on ajuste, on voit. On apprend en faisant, en fait. Ah ouais, et très curieuse, très envie d'y aller quoi. Et finalement, pas trop anticipé. On verra. D'accord. Du coup, sur cette phase empirique, donc j'imagine pas d'accompagnement. Est-ce que tu as des entrepreneurs dans ton entourage ou des gens qui te conseillaient? Est-ce que tu avais un second job? Tu avais de la famille qui te soutenait? Bien sûr. Donc moi, je suis rentrée de Barcelone. J'avais mon compagnon avec moi. Et en fait, j'ai eu la chance aussi de faire des expériences en France qui m'ont permis d'avoir un chômage. Et donc, bah, ce chômage, j'ai pu l'investir dans la société. Donc bon, il était assez minime, mais ça m'a permis de pouvoir fabriquer au quotidien
et d'investir au quotidien dans ma société. Et en parallèle, j'étais entre guillemets nourrie, logée par mon compagnon. J'ai eu ma fille et donc on formait une petite famille. Moi, j'étais soutenue par ma famille et soutenue financièrement par mon chômage. Et donc ça a duré 2 ans comme ça. Et le système est bien fait. Au bout de 2 ans, j'ai pu commencer à, à bien vendre et donc plus besoin de chômage. De toute façon, il s'est arrêté et moi, j'ai pu investir les ventes directement dans l'entreprise et dans l'évolution de l'entreprise. Et en termes d'accompagnement, c'est vraiment instinctif, c'est un souhait viscéral de faire les choses par mes propres moyens. C'est plus une éducation. Je pense que mes 2 parents ont cet esprit de faire les choses par soi-même. Et nous l'ont inculqué à tous les 3. J'ai une grande sœur et un grand frère. On a tous été entrepreneurs à un moment dans notre vie. Parce qu'en fait, on a été élevés comme ça. Ce sont des ouvriers, mais ils nous ont inculqué cette énorme qualité de faire les choses par soi-même parce qu'elles ne vont pas tomber du ciel, de travailler. Donc une très grande force de travail. Si tu travailles pas, tu n'as rien. Et il va savoir le faire toute seule. Donc finalement, j'avais ça, j'ai jamais eu peur de faire les choses toute seule. Donc faire un site toute seule, faire des produits toute seule, les vendre, les communiquer, prendre des photos et surtout pas attendre que ce soit parfait. Ça aussi, je pense que c'est une des cartes. C'est qu'il faut y aller. Ça sera jamais parfait. Ça le sera jamais. Et encore aujourd'hui, on fait des lancements de produits, pas de la meilleure des façons. Là, on a déménagé. Il va falloir ouvrir le showroom. Il sera pas parfait, le showroom. On va l'ouvrir. Il n'y a pas le choix. On avance et on améliore au fur et à mesure. Mais j'ai aussi appris à ce que les choses soient pas parfaites dès le départ, mais ne jamais cesser de les améliorer. En revanche, ensuite. Et donc, ça m'a permis de sortir un site pas parfait, mais il fallait vendre. Il fallait commencer à communiquer. Et donc, c'est plus que d'avoir des amis entrepreneurs, c'est d'avoir des parents qui mettaient les mains dans le cambouis et qui nous ont appris à le faire. Du coup, la phase suivante, et qui est finalement aussi la première difficulté importante de ce que je comprends, c'est comment se faire connaître. Là, ça a été un vrai plaisir parce que l'approche marketing-communication, c'est quelque chose, c'est une vraie passion chez moi en parallèle de l'artisanat et de la création. La com, l'image, j'adore ça. Donc, j'ai été persuadée tout de suite de me faire accompagner dans ce sens et de communiquer. Ça, c'est quelque chose qui me plaît énormément et c'est pour ça que je le garde encore aujourd'hui. Instagram, toutes les petites vidéos, c'est moi qui les fais. La mise en page des newsletters, les packshots de toutes les photos qu'il y a sur le site, je les fais moi-même parce que j'adore l'angle de vue. L'angle a une importance. La petite fleur à côté du produit a son importance. Le contraste de la photo a son importance. J'adore ça. Donc du coup, cette phase-là, se faire connaître a été longue parce que j'avais peu de budget, donc on a mis du temps parce qu'on n'avait pas d'argent, mais très agréable parce que aussi le produit était beau et a plu au fur et à mesure, donc peu besoin de se remettre en question sur l'offre qu'on proposait. Elle convenait à une recherche finalement. Les journalistes ont répondu présent parce que c'est quelque chose qui manquait sur le secteur de la bijouterie fantasy et finalement ça a pris. Donc là, ça s'est fait en douceur, je dois dire. Il y a eu que des plus. Nos premières publications. C'est le premier moment où tu as décidé de te faire accompagner. Tu as dit que tu as pris une agence de communication pour ça. Et donc pas faire par soi-même. Non, et c'est vrai que là,
le fait de déléguer a été un vrai problème pour moi en artisanat. J'ai un souci de contrôle assez pathologique qui fait que j'avais besoin de tout faire et tout gérer. Cependant, euh, je suis consciente qu'il y a des expertises et que je n'avais pas. Et donc, la première prise de conscience, c'est l'expertise du journalisme et de comment parler à des journalistes. Je n'avais pas, et ça aussi, je n'avais pas le carnet d'adresse. Moi, je viens pas de Paris. J'avais pas d'amis qui fréquentaient ces studios de presse. Donc, bon, j'avais aucun carnet d'adresse. Et une agence de com a le carnet d'adresse, avait tous les contacts qu'il fallait pour envoyer les communiqués de presse et le dossier de presse. Communiqués de presse et dossier de presse que je faisais moi-même à l'époque. Donc, je gardais cette maîtrise totale de l'image de marque, mais par contre, j'ai délégué en effet le fait de le véhiculer et de l'envoyer à une agence qui avait ce carnet d'adresses que moi, je n'avais pas. Pourquoi c'était important d'être dans la presse? Je pense que ça, c'est une histoire familiale. C'est que mes parents, bon, voilà, ils ont été ouvriers toute leur carrière. Ils m'ont fait confiance. Moi, j'ai eu la chance de faire de longues études. J'ai fait mon master. Déjà, à l'époque du master, ils m'ont fait confiance. Ils m'ont payé l'école à Paris. Alors que moi, je leur dis, je veux être styliste. Ma mère était femme de ménage et mon père tourneur-fraiseur. Donc, comment vous dire que, ok, c'était hyper déstabilisant pour eux, mais en même temps, ils me voyaient bosser. J'ai fini avec une mention bien au bac, un 20 sur 20 en art. Donc, ils ont compris qu'il y avait quelque chose. Donc, ils m'ont fait confiance. Ils m'ont offert cette école qui est la Chambre syndicale de la couture parisienne. Et après, je me suis mis une pression toute seule de leur prouver que j'allais y arriver. Donc, j'ai fini major de ma promotion. J'ai pu intégrer Christian Dior Couture. Ça, pareil, c'est une passion, mais c'était aussi, je me suis donnée à fond pour leur prouver qu'ils ont bien fait de me faire confiance, quoi. Et j'ai beaucoup, beaucoup travaillé aussi pour ça. Et quand je me suis lancée, ils sont tombés de 10 étages parce que bah, j'avais de super postes, j'étais styliste, j'avais enfin réussi. Et là, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Élise, t'abandonnes tout. Mais pour faire des bijoux dans ta chambre, mais ça a été vraiment la phrase que ma mère m'a dit. Mais t'as fait tout ça pour finir par faire des bijoux dans ta chambre. Et là, j'ai senti il fallait les convaincre de nouveau que c'était le bon chemin, quoi. Et moi, j'en étais persuadée, mais je n'avais pas les mots pour l'expliquer. J'avais pas l'argent, j'avais rien. Enfin, j'avais juste, vous verrez. Et de toute façon, je ne pouvais plus travailler en entreprise. C'était pas mon rythme. J'étais pas heureuse. J'étais malheureuse en entreprise, donc j'avais pas le choix. Donc je l'ai fait. Et la presse a été vraiment un des premiers outils entre guillemets pour leur prouver que j'avais pris le bon chemin. Et je voulais être dans la presse pour dire, regarde maman, on parle de moi, il y a mon nom dans la presse, j'ai réussi, j'y arrive. Et ensuite, ça a été le chiffre d'affaires avec mon père. J'ai beaucoup parlé d'argent avec mon père et je lui dis souvent, je parle souvent du chiffre d'affaires pour qu'il comprenne aussi que ça grandit, ça s'améliore et que ça fonctionne. Mais c'est vraiment pour la presse, je pense inconsciemment, c'était pour rassurer mes parents et leur prouver que j'y arrivais, que je prenais le bon chemin. C'est bien de pouvoir parler du chiffre d'affaires comme ça à ses parents. Moi, j'ai fait le choix de ne pas le faire avec mes parents parce que comprendre un chiffre d'affaires, c'est toujours difficile. Parce qu'il faut déjà expliquer ce que c'est que les charges, ce que c'est que les rentrées d'affaires. Le chiffre d'affaires est aussi à côté. Et juste le chiffre du chiffre d'affaires, parfois peut sembler beaucoup,
alors qu'en réalité, ça veut pas dire argent dans la poche. Et donc, par facilité, je préfère ne pas l'expliquer et ne pas montrer tout ça parce que j'ai peur que derrière, il y ait des incompréhensions, tout simplement. Bah, c'est vrai que moi, à ce sujet, je suis pas la première à en parler à mes parents parce que mon frère et ma sœur ils sont passés avant moi. Et donc mon frère a intégré une entreprise de voyage à vélo et il était entrepreneur avec des amis. Et donc, mon père et ma mère ont vu aussi le travail qu'impliquait le fait de travailler pour sa propre société. Et ma sœur a eu sa boutique de création-vente de fleurs. Donc, pareil, ils ont beaucoup accompagné ma sœur, ils l'ont vu s'épanouir et développer cette entreprise, mais ils ont vu aussi en amont de la mienne les charges que ça implique, les loyers, le stress, la force de travail que ça implique et notamment aussi, pourquoi pas, des recrutements. Et donc, ils commençaient à être familiers de ça, mais bon, c'est vrai que partir à Paris, rejoindre de grandes maisons, ils sont quand même, ils se sont dit, ah, encore, et la troisième s'y met aussi. Ils ont peur, ils ont eu très peur ils ont eu peur systématiquement pour nous parce que moi, mon père est resté 50 ans dans la même entreprise, quoi. Il est rentré à 15 ans, il en est parti à 65. Il n'a pas bougé de l'entreprise. Et donc, bon, c'est déstabilisant de nous voir papillonner d'entreprise en entreprise, de créer. Ma sœur a arrêté son entreprise parce que c'était une grosse charge. Et finalement, elle avait envie de se décharger de cette entreprise. Elle a arrêté, elle a pris un autre job, elle s'est reformée sur un autre travail. Et voilà. Et nous, en fait, tous les trois, on est comme ça et on est très flexible. Mais c'est vrai que ils ont eu toujours très peur pour nous. Mais mon père a cette notion en plus de chiffre d'affaires, a cette notion de rentabilité et, d'investissement parallèle, qui fait que, en effet, il sait très bien que derrière ça, il y a du travail et il y a beaucoup de charges et je suis très transparente aussi sur les charges en fait. C'est que je lui dis le chiffre et puis je lui dis les dépenses. Et certaines années, elles sont quasiment similaires. Euh, et donc, ça, il le sait. Il le sait mieux que quiconque que derrière, il y a beaucoup d'engagement financier et d'audace d'investissement. Donc, en phase 2, on avait le B2B qui commençait à apparaître grâce à notamment le fait de se faire connaître via Instagram, via le site web, via une newsletter et via la presse surtout. Donc là, on attaque du marketing de marque et du B2C. Alors là, ça a été finalement la problématique de vendre un produit en direct à la cliente et donc trouver finalement un professionnel de la vente. S'il est convaincu par le produit, il le teste et ensuite il est convaincu par la qualité parce qu'il n'y a pas de retour client, c'est bon. Il connaît son produit, il est spécialiste de la vente et notamment du bijou. Donc, ça se fait un peu tout seul, entre guillemets. Une cliente, il faut la convaincre d'acheter ce produit à ce prix-là. Elle est novice dans les qualités qu'on utilise, le savoir-faire qu'on a, les engagements aussi qu'on a en parallèle. Il faut il faut la convaincre sur tous les domaines. Il faut finalement la former, entre guillemets. C'est un apprentissage qu'elle doit avoir de comprendre le produit, pourquoi il est à ce prix-là, de comprendre la qualité pour enfin nous faire confiance et opérer cet acte d'achat finalement, finalisé par un acte d'achat. Et donc ça a été un travail de longue haleine, de moi, de mon côté, trouver les mots pour rassurer la cliente,
sur un secteur qui était peu présent à l'époque, la haute fantasy, et lui dire, voilà, donc pourquoi il est à ce prix-là, qu'est-ce qu'on fait, sur quoi on s'engage. Donc nous, c'est de l'or recyclé, 24 carats. On a aussi une multitude d'engagements en parallèle. On est chez 1% Force the Planet où on reverse un pourcentage du chiffre d'affaires tous les ans. Et donc tout ça, on en parle. Ce n'est pas qu'un seul produit qu'on vend, mais tout un univers, des valeurs. Et donc, cette acquisition client B2C se fait sur du très long terme et sur beaucoup de dialogue et de communication par de l'image, des mots-clés et du temps, beaucoup de temps. Il faut être patient. Oui. La vente est un métier. Ah oui. Ah oui, phase suivante. Là, on arrive dans la montagne russe. Vogue, super commande, super client. Et puis ensuite, la difficulté d'accomplir cette commande. Oui. Alors en fait, j'ai signé. Donc finalement, Matchies arrive, m'envoie sa commande sous forme d'un tableau Excel hyper compliqué. Pareil. Il y avait cette barrière de la langue technique finalement en termes de livraison, de douane, d'obligations. Il y avait plein de noms que je connaissais pas, des livraisons DDP, qui assure la livraison. Il fallait que je m'engage sur le fait que moi, j'assurais la livraison au départ de la France, puis en bateau, puis à l'arrivée. Et en fait, c'était plein de choses qui étaient totalement inconnues. Jusqu'à maintenant, j'emmenais mes cartons à la poste, quoi. Et là, fallait que je m'engage auprès de DHL, que je signe des contrats, que je paye des assurances. Et que ce soit la bonne forme de carton dans le bon packaging. Le packaging, ceci n'est pas un jouet. Il y avait plein d'obligations, des choses qu'on n'a pas quand on est dans un petit circuit de vente de proximité. Et il y avait tout cet apprentissage en même temps parce que la commande tombe et 3 mois après, il faut être livré. J'allais dire, c'est une montagne à franchir, en fait, parce que d'un coup, là, on a une marche qui est très haute, avec beaucoup de choses à apprendre. D'ailleurs, je me pose un peu la question de comment tu as pu apprendre tout ça, et est-ce que, notamment, par rapport à ce fameux contrat de 50 pages, tu t'es fait aider d'un juriste ou de quelqu'un qui avait peut-être des termes techniques pour comprendre et t'aider à avancer? Eh bien, non. Et en fait, ça, merci à ma bonne étoile. Mais c'est que je fonce. Le contrat, pour être tout à fait transparente, je l'ai pas compris de A à Z. Tout ce que j'ai compris, c'est ce que j'ai négocié. Il demandait des paiements à 60 jours. Il demandait 10% de rabais sur la totalité de la commande, sans acompte. Donc, moi, j'ai réussi à négocier un paiement à 30 jours, sans acompte et avec un 10% sur la totalité de la commande, donc quasi rien, parce que aussi, je voulais ce partenaire, et aussi le prix était juste, et je commençais à avoir un tout petit peu de trésorerie pour assumer ce lancement de production sans avoir besoin d'acompte. J'ai serré les dents quand même en trésor. Mais dans le contrat, je savais, ça c'était clair dans ma tête et dans la leur, et il y avait un paiement sans retour de produit. Ça aussi, c'était clair dans ma tête et dans la leur. C'est que les invendus, ils prennent leurs responsabilités, ce sont des marchands de produits, les invendus, ils s'en chargent. Donc moi, je savais qu'à partir du moment où je validais cette commande, si je la faisais proprement bien et que je la livrais à temps, il n'y avait pas de raison que ça se passe mal. Il aurait pu y avoir un naufrage de bateau, il aurait pu y avoir un feu dans un entrepôt, j'aurais pu ne pas livrer à temps, pas réussir, j'en aurais subi les conséquences et j'aurais appris sur le tas. Mais je vous avoue que je me suis pas fait accompagner parce que j'avais pas les moyens ni les connaissances. Donc quel juriste aller chercher pour et en fait il fallait prendre des décisions assez vite et
je suis un peu comme ça, où j'y vais et on voit. Et donc là, le contrat, allez hop, je signe et on voit. Et, euh, et, et puis je suis aussi très positive où, enfin, c'est donnant-donnant. Enfin, ils ont aucune raison de me mettre des bâtons dans les roues. Eux, ils veulent que ça marche, moi, je veux que ça marche. Il n'y a pas de raison, quoi. C'est mon côté très naïf que j'ai toujours aujourd'hui. Euh, Ça m'a joué de mauvais coups très rarement, franchement. Franchement, je pense aussi que le fait d'avoir ce discours-là en face, bah, j'ai des personnes qui le comprennent ou alors peut-être qu'instinctivement, je ne travaille qu'avec des personnes qui ont ces valeurs-là et ce discours-là, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai signé sans me faire accompagner. Je connaissais quand même les principaux termes du contrat qu'il fallait impérativement respecter et qui impliquaient des engagements de ma part, donc des délais de livraison, des partenaires de livraison, le paiement d'assurance et une façon de livrer, de packager le produit. Voilà, tout ça, je le savais, je l'avais compris. Mais de toute façon, ce type de contrat, et c'est toujours pareil, tout était en faveur de ma cheese. Voilà. C'est comme dans l'immobilier, je signe des baux commerciaux, tous les baux sont en faveur des propriétaires. Enfin, c'est comme ça. Donc, on peut demander à tous les avocats du monde, mais au final, il suffit d'une virgule pour qu'ils trouvent la faille. Et donc, il n'y a pas le choix que d'avancer et de faire confiance à son étoile, parce que sinon, on signe rien, on fait rien. Mais je le sais, encore aujourd'hui, on signe avec Saks. Tout est en faveur de Saks, quoi. Tout, ils se protègent de tout le temps, de toutes les potentialités de retard, de malfaçon, mais on y va quand même. Après, dans ces situations, enfin, il y a plus à gagner qu'à perdre, en fait. Je suis C'est tout des à fait d'accord. opportunités, c'est des superbes chances, et c'est dommage de les refuser. Oui, c'est une chance d'apprendre, de grandir, et je suis heureuse de l'avoir prise, cette chance, d'avoir été audacieuse. Donc c'est pas sans pression, sans fatigue, sans travail, sans doute. Le père de ma fille pourrait vous le dire, c'est tous les jours, mais à quoi bon? Je suis fatiguée, j'y arrive pas, je me dégage pas de salaire, j'en ai marre, mais je sais pas, c'est comme ça, où ça, le lendemain, allez, tu reprends, dis, allez, bon, on y va, et on reprend pied et on continue. Après cette belle aventure et cette belle commande bien remplie et bien réalisée, arrivent des nouvelles commandes et donc l'obligation d'embaucher. De grosses contraintes s'ouvrent à moi, euh, et une étape aussi personnelle en même temps, c'est que je me sépare de mon conjoint. Et en même temps, les grosses commandes arrivent. Je suis toujours seule, loin de Paris. Donc je fais beaucoup d'allers-retours dans Paris pour assurer des livraisons, l'achat de matières premières, et je travaille en banlieue. Et là, c'est plus possible. Et surtout commencer à recruter des étudiants qui ont leurs écoles à Paris, qui eux vivent à Paris, leur demander de venir à 1 heure et demie de RER travailler en banlieue. Bon, c'était pas l'idéal. Donc, il a fallu déménager et recruter en même temps pour assurer les réassorts de ces forts succès de ce fort succès sur Matches, qui sont arrivés très vite parce qu'on a été en rupture de stock en quelques semaines sur le site, donc très vite la nouvelle commande est retombée et donc là ça a été très difficile humainement parce que c'est une nouvelle phase de vie. Et c'est assez fou parce que moi, je fonctionne vraiment en cycle de 3 ans et tout est assez souvent sur 3 ans, 3 ans, 3 ans. Et là, on finit les 3 ans, on entame la 4e année et gros changement de vie. Donc, je cherche ce fameux atelier appartement
qui va me permettre d'accueillir mon premier recrutement. Donc là, bah, comme je l'ai raconté sur le premier épisode, ça a été assez fastidieux de par ma situation personnelle, mais j'ai pas lâché, j'ai serré les dents et j'ai dû convaincre. Il y a quand même papa, maman qui sont arrivés derrière en tant que garant. Il y a des choses qui sont comme ça, donc il a fallu que j'accepte aussi entre guillemets, de faire deux, trois pas en arrière sur ma condition entre guillemets personnelle. C'est que bah, je repars toute seule avec cet appartement studio, mes parents en garant et ma fille avec moi. Et donc, je recrute, je dois recruter cette nouvelle personne et là, je suis face à bah, cette problématique de recrutement. Comment on fait? Où est-ce qu'on va chercher une jeune fille en production de bijoux? Et j'ai repensé au site par lequel je passais pour envoyer mes candidatures et pour regarder un peu les postes à pourvoir dans le milieu de la mode, et c'est Fashion Job. Et donc je me suis connectée sur Fashion Job et j'ai pu poster une annonce de stagiaire avec le souhait. Donc j'ai rédigé comme j'ai pu, pareil, façon très succincte, le poste à pourvoir. Et j'ai eu quelques CV. J'ai rencontré les jeunes filles, donc j'ai appris aussi ça tout nouveau, à réaliser un entretien. Donc, bon, ça a été très naturel. Il y a plein de questions qui ont été oubliées d'être posées sur les premiers entretiens. Et, au fur et à mesure, c'est devenu de plus en plus professionnalisé. Enfin, avec beaucoup plus de professionnalisme. Mais au départ, bon, comme d'hab, quoi, hein, il faut recruter. Donc, bon, on donne le rendez-vous et puis on rencontre la personne. Et on n'a pas besoin d'être expert RH pour recruter quelqu'un. Donc, ça l'a fait. J'ai trouvé quelqu'un, une super jeune fille qui m'a rejoint, qui s'appelait Émeraude. Et donc, je trouvais ça génial qu'une première jeune fille ait un nom de pierre précieuse. Et elle m'a énormément aidée sur ces premiers mois. Et Émeraude a fait toutes les pièces de Matchise parce qu'en plus, on a eu des best-sellers sur une référence et donc ils nous ont redemandé des quantités énormes de cette référence et elle a eu une patience folle pour, euh, pour réaliser cette ref en plusieurs centaines de pièces. Ça a été génial. Et j'ai beaucoup appris à ses côtés, elle a appris à mes côtés. Et donc, cette étape, cette contrainte, ce passage de, de banlieue parisienne à Paris a été incroyable de pression, de changement et hyper enrichissant. Et donc c'était parti. J'étais plus toute seule. On était deux et à partir de là, je suis jamais retournée toute seule. Et on a été toujours de plus en plus. Et donc les montagnes de Russe ne s'arrêtent pas là, donc tout se passe bien, le travail va bien, il y a des nouveaux clients, on ne perd pas les anciens, des nouveaux locaux, enfin tout se passe bien, le chiffre d'affaires qui double. Oui. On a parlé d'expansion et puis toi ça ne va pas. Exactement. C'est que bah, on est dans ce petit appartement de 40 mètres carrés et une chambre est allouée à l'espace de production, d'expédition, de tout, de shooting photo, et aussi j'accueillais Matchise et d'autres gros acheteurs qui venaient pas sur les salons professionnels, je les accueillais chez moi. Et donc, ils ne savaient pas que c'était chez moi, donc j'ai aménagé également tout mon salon en espace showroom pendant ces périodes d'achat pour ces acheteurs qui se déplaçaient à Paris pour venir voir les collections et acheter. Et donc mon salon était le showroom et la chambre, l'espace de production. Et le soir, ça redevenait bah, le lieu avec ma fille pour dîner, prendre le bain. Et donc, bon, j'étais sur cette double vie dans cet espace pendant un an.
et un peu plus d'un an. Et là, il était temps d'investir dans des locaux extérieurs. Pareil, euh, le chiffre d'affaires a grandi, les sous ont commencé à rentrer, mais pas suffisamment pour un engagement, pas suffisamment en fonction de mon expérience, parce que c'est vrai que là, il aurait fallu signer un bail professionnel commercial 369. Ça, c'est le système classique pour avoir des bureaux ou une boutique. Et moi, ça a été trop de pression pour moi. L'engagement sur du long terme, j'ai quelque chose, c'est très compliqué pour moi. Et donc, je suis très au quotidienne, au jour le jour, même au moment présent. Et me anticiper sur 3 années dans un nouveau lieu, j'y arrivais pas. Et donc j'ai commencé à chercher des locaux, mais ce 369 était complexe pour moi. Et puis, c'est par le biais d'agences, il y a des honoraires d'agence. Ça faisait combien de temps que tu avais l'entreprise? Ça faisait 4 ans, presque 4 ans. L'engagement de 3 ans représentait quasiment autant que l'existence de l'entreprise. Ouais. Et donc c'est fou parce que moi j'avais confiance en mon travail, j'avais confiance en ma force de création, mais, mais de là à me dire dans 3 ans je suis toujours là et ça cartonne, moi toute seule derrière mon bureau, non, j'étais pas capable. Et donc j'ai vraiment ce besoin d'avancer petit à petit. Et ce système de bail commercial 369 était un engagement trop important pour moi. Et ça ne matchait pas avec ma façon d'entreprendre petit à petit. Donc, et également aussi, j'en venais, c'était des investissements financiers que je n'avais pas aussi, parce que ils demandent énormément de conditions financières. Ils nous demandent un trimestre de loyer d'avance. Parce qu'on paye au trimestre, c'est ce type de baux commerciaux. Ensuite, un trimestre de loyer de garantie bloqué et des honoraires qui équivaut à 30% d'un loyer annuel. Et là, ça explose. Et moi, j'avais pas cette capacité à en supporter la pression, l'engagement, et j'avais pas la trésorerie. Et une bonne étoile, encore une fois, c'est que je me balade dans Paris, je visite, je visite quand même des beaux commerciaux, je parle avec des agents immobiliers pour pas être bête, pour comprendre un peu le système, comment ça marche, voir ce qui est possible de négocier aussi, on sait jamais. Mais jeune entreprise, c'est vrai que le 3 mois de dépôt de garantie et le 3 mois d'avance de loyer, c'est dans le meilleur des cas. À l'époque, la boîte a 3 ans, a fait très peu de chiffre d'affaires. Ils nous demandent 1 an de loyer en dépôt de garantie. Ils nous demandent beaucoup plus parce qu'ils ont très peu confiance en nous. La boîte est jeune et en fait, plus on est jeune et plus ils demandent d'argent. Et c'est dommage, mais c'est comme ça, le système est comme ça. Aujourd'hui, le bail que j'ai signé est sur des conditions beaucoup plus souples que ce que j'aurais dû signer il y a 6 ans. Il y a 6 ans, ils nous demandaient des engagements bancaires où on bloque 1 an de loyer, 1 an d'une trésorerie que je n'avais pas. Donc, c'était impossible. Et je me balade et je vois cette boutique avec ce panneau à louer et puis j'appelle comme tous les panneaux à louer que je voyais. J'ai tout appelé, je regardais tout, j'appelais tout, je posais des questions et là je me rends compte que c'est un bail précaire. Et donc là, génial. Et double génial, c'est que moi je suis franco-grecque et que le mari de la propriétaire est grec. Et donc, en fait, ça nous a créé un petit truc, un petit lien. On a commencé à sympathiser, parler du pays et elle a aimé mon énergie, elle a aimé le projet.
pareil, elle est en précaire, donc elle risque pas grand-chose. Ça se passe mal, bon, bah, elle me demande de partir et elle le reloue derrière. Et il y avait cette légèreté, quoi, une légèreté. Vas-y, on tente ensemble. La propriétaire en direct, génialissime. Et donc, bah, je signe le bail précaire et, en avant. En avant, j'intègre les locaux au 69 rue du Bac. Et ensuite, arrive l'histoire avec Guillaume. Tu as identifié à ce moment-là que tu avais l'impression de ralentir l'entreprise et donc le besoin finalement de décharger ce qu'il y avait dans ta tête. Exactement, exactement. Les commandes continuent à tomber. Deuxième recrutement, Marie-Ève arrive. Troisième recrutement, une seconde de stagiaire arrive. Là, on est 4. On est 4 sur la rue du Bac à gérer du B2B, du B2C, du retail, un site internet, des expéditions, de la production, de la communication, du marketing. Sachant que les 3 autres sont uniquement en prod. Donc moi, j'ai tout le reste. Et donc là, ça a commencé à être assez lourd en pression. Ça commençait à être lourd en investissement et en temps. Et ça, petite parenthèse, c'est qu'à l'époque, moi, je suis maman. Et en fait, une chance ou non, mais c'est que je m'entends très bien avec le papa de ma fille. Et en fait, on s'est arrangé sur la garde de ma fille. Et on sait, du fait qu'il y avait beaucoup de travail et que je m'engageais énormément dans cette société, c'est que c'est le papa de ma fille qui a pris la garde de ma fille en semaine, qui l'emmenait à l'école. Et moi, je l'avais les week-ends. Et donc, on s'est arrangé comme ça. Et ça m'a beaucoup aidé dans cette période où l'entreprise me demandait énormément de temps. Et il a fallu que je fasse un choix à cette période de vie qui peut ne pas être compris, qui est particulier, atypique. C'est que l'entreprise m'a donné énormément de confiance en moi, m'a portée, me rend extrêmement fière aujourd'hui. Et si c'est le cas, c'est que je m'y suis investie à 100% à l'époque. Et donc, en effet, bah, je n'avais pas la garde en semaine de ma fille. Et ça, ce sont des choix très difficiles en tant qu'entrepreneur. C'est que il faut aussi accepter qu'on ne peut pas être partout et on ne peut pas tout faire. Et même en étant uniquement sur l'entreprise en semaine, j'étais débordée et j'ai perdu pied. Et donc, je ne peux même pas imaginer si je n'avais pas eu le père de ma fille comme soutien à cette époque-là, peut-être que j'aurais sombré beaucoup plus tôt ou je n'aurais pas réussi. Je sais pas, on peut pas réécrire l'histoire, mais ça aussi, c'est que bah, en parallèle, on a une vie privée et ces périodes d'entreprise, de début ou d'acharnement, elles sont très difficiles parce que c'est du 100%. Et donc, ça, c'était quelque chose d'important aussi à dire. Donc là, malgré le fait que j'ai énormément d'aide du père de ma fille, j'ai 4 personnes, j'ai 3 personnes qui m'aident au quotidien en production, je perds pied quand même. Parce que tout est dans ma tête. Rien n'est retranscrit ou alors sur 3 bouts de papier et 2 post-it. Et en fait, la pression est trop importante parce que tout repose sur mes épaules. Je quitte le lieu du 69 rue du Bac, tout s'arrête. Et il y avait cette pression, c'est que j'ai pas le droit d'être malade, j'ai pas le droit d'avoir un coup de moins bien. Il faut toujours être souriant parce qu'en plus c'est un lieu en accueil du client. Et donc c'était trop quoi. Et il faut être bon en management parce qu'il faut motiver les équipes. Et j'étais très mauvaise. J'ai appris sur le tas et je transmettais ma pression aux stagiaires. C'était vraiment pas bon. J'étais vraiment pas bonne au début en management. Je perdais mon contrôle. Il était temps. Il était temps de me faire accompagner à ce niveau-là parce que ça devenait
du grand n'importe quoi, jusqu'au point d'en pleurer dans la rue, à sortir, parce que on était sur un open space, et donc je pouvais pas pleurer devant l'équipe, donc je sortais décharger et pleurer, appeler le père de ma fille, appeler mes amis, à me dire je vais pas y arriver. En fait, et c'est hyper frustrant parce que la boîte a doublé son chiffre d'affaires, on a des lieux, on a un super lieu, on a fait un super événement d'ouverture, et tout ça s'arrête parce que j'y arrive pas en fait, que j'arrive pas à gérer la pression, j'arrive pas à, à réaliser la gestion d'entreprise. Et c'est là où il y a un cap. C'est qu'en plus de faire un beau produit et de le vendre, il faut être bon en gestion d'entreprise. Et on peut ne pas être bon en gestion d'entreprise. Et c'était le cas. Et j'avais pas les armes. Et donc, en effet, j'avais ce contact dans mon téléphone. Et donc, j'ai appelé ce contact et j'ai appelé Guillaume et là, ça a été une béquille clairement qui m'a sauvée, qui a sauvé l'entreprise, qui m'a permis de, de m'épauler et moi de me soutenir à quelqu'un en fait. Enfin pendant un an, j'étais plus toute seule. J'ai pu discuter de toutes les problématiques de la boîte en hyper transparence. On a parlé management, on a parlé chiffres, on a parlé process, on a parlé optimisation, on a parlé recrutement, on a abordé vraiment tous les sujets. Bon, c'est vrai que lui aussi, à mes côtés, a appris énormément parce qu'il venait de sociétés plus importantes avec des levées de fonds. Donc lui, il a énormément appris sur le côté artisanal où on fait tout par nous-mêmes. Et moi, j'étais bloquée un peu têtue et bloquée sur le fait que je voulais tout faire et que tout était, on réussissait seulement en suant et en travaillant. Un peu hargneuse dans ce côté où si t'as pas galéré, c'est que ça a été trop facile. Il y avait ce côté un peu comme ça. J'en suis revenue, mais à l'époque, fallait me supporter dans ce sens où si t'as pas mal aux mains, c'est que t'as pas travaillé, quoi. Et donc, j'ai été un petit peu rebelle comme ça. Et il m'a appris quand même qu'il y a plein d'outils pour nous aider et qu'on n'est pas obligé de galérer pour y arriver. Donc, tu as eu cet accompagnement qui a permis de structurer l'entreprise et notamment, tu as ce côté, tu as appris à tes dépens que c'était un métier, hein, la gestion d'entreprise et le management aussi, et que ça s'apprend. Oui. Parce que si ça s'apprend pas, en tout cas, il y a des périodes difficiles à vivre. Il a fallu faire un vrai switch de mindset aussi. C'est ça. Et du coup, je me pose la question, est-ce que tu penses qu'il aurait été bénéfique pour toi d'avoir ce genre d'accompagnement plus tôt? Clairement non, parce que c'est le simple fait que je suis ce que je suis, c'est que j'ai besoin de toucher le fond avant de remonter à la surface. Et donc, j'étais très têtue sur le fait que j'allais y arriver toute seule, jusqu'au jour où j'y arrivais plus, physiquement. Il a fallu vraiment attendre que physiquement je subisse pour me rendre compte que bon bah là t'as tout fait, tu y arrives pas. Donc il est temps. Et donc arriver quelqu'un qui arrive plus tôt, peut-être que le le l'entente n'aurait pas été aussi bonne parce que je n'aurais pas eu conscience de sa valeur au point de lui laisser tant de cartes en main. Trop tôt aurait fait que j'aurais gardé un peu le contrôle, je n'aurais pas peut-être pas assez laissé faire ou je n'aurais pas assez écouté. Là, le fait d'être au bout du rouleau, au fond du trou, j'étais open-minded à fond, 100%, et je buvais ses paroles pour comprendre ce que j'avais mal fait, comprendre ce qu'il fallait changer, et en fait, j'étais à bout de souffle, à bout de force, mais le fait de l'avoir dans l'équipe, je me suis remise à taffer des nuits entières et ça m'a redonné une énergie de dingue.
mais parce que j'avais touché le fond. Donc avant, peut-être, sans avoir touché le fond, moi, vaut mieux pas. Mais par contre, après, c'est bon. Je sais que c'était utile et je le conseille à toutes et à tous. Merci pour ce témoignage. Et du coup, Il reste deux parties du coup qui sont intéressantes que tu as citées après. C'est que tu vas d'abord déménager et donc construire une véritable équipe où tout le monde sait tout faire, Oui, où tout le monde sait se relayer en boutique. Donc c'est une construction managériale qui est très avancée. Ça dénote un très bon niveau de management. Et mettre en place, avec la venue de Clémence, le Customer Care. oui. Donc accueillir les clients, recueillir leurs retours, gérer le service après-vente et tout ça. et ça, en fait, sur cette dernière phase, moi, j'y vois vraiment une proximité avec ce qu'il y a eu avant avec Guillaume. C'est ce côté Se faire accompagner, se faire faire les choses accompagner, bien. mettre en place un processus qui n'est pas existant pour automatiser ou en tout cas euh, optimiser une partie de l'entreprise qui est encore un petit peu trop artisanale. Exactement, et c'est le terme. Voilà, là je vois le début des influences grandes entreprises. C'est vrai, là, on arrive à cette troisième période avant celle qu'on vient de franchir aujourd'hui. C'est qu'on continue de grandir, on a enfin des process, donc ça roule en gestion. Et ce qui est important, et à chacun des recrutements, je le disais, c'est que tout le monde connaît le job de tout le monde. Tout le monde sait faire le job de tout le monde. Euh, et personne, entre guillemets, est indispensable. Ce n'est pas pour leur donner une pression du fait que si vous n'êtes pas à la hauteur, on se sépare de vous. C'est justement pour leur dire que vous inquiétez pas, toute la pression n'est pas sur vos épaules. On connaît votre métier, vous allez connaître le nôtre et personne n'est indispensable. Donc demain, si vous êtes malade, tout va bien. Demain, si vous voulez prendre une semaine de vacances, tout va bien, tout va très bien se passer. Des personnes peuvent prendre le relais et c'est vraiment dans cette optique-là de on s'aide et puis aussi apprécier la valeur de l'autre, quoi. Le fait de mettre le nez dans la fidélisation client quand tu es en prod, bah, tu te rends compte de l'aide que Nivinita apporte à Marie-Ève parce que en fait c'est une charge de travail énorme. C'est pas leur métier premier, donc elles sont hyper contentes que Nivinita soit là. Et inversement, en fait, le fait de connaître le métier de l'autre apporte un respect de chacun et une place à chacun et une conscience de l'utilité de chacun. Et là, on est vraiment toutes conscientes et on le sait quand il y a quand il y a des vacances où on des apprentissages et les filles repartent une semaine à l'école, nous on prend la suite de leur métier et quand elles reviennent, on est contente parce que voilà, chacun reprend son métier premier et a pris conscience du métier de l'autre et de la dureté des tâches et du travail qu'elles font au quotidien. Et je trouve ça génial, en fait. Je trouve ça génial qu'on ait une compassion les unes pour les autres et le travail fourni de chacune. Donc ça, c'est une grosse part du management qui a été construit très instinctivement. Et puis la deuxième partie de cette période, c'est cette construction d'un nouveau poste en interne qui est le customer care, la fidélisation client, où là, il y avait tout à faire. C'est que nous, on expédiait nos commandes, tout allait bien. En fait, tout allait bien, donc on se posait pas de questions. Tout, ça rentrait, les clientes recommandaient, donc bon, on se posait pas trop de questions. Et finalement, la sonnette d'alarme, c'est la charge de travail de Marie-Ève. Il aurait pu y avoir une alarme avant, ce serait une baisse de vente. Où là, on n'avait aucun outil pour analyser les ventes, aucun outil de retour client, aucun outil de service après-vente. Et donc, on n'aurait même pas pu savoir pourquoi on baisse nos ventes,
quel produit on vend moins, on n'avait aucun outil. Le fait est que nous, les ventes augmentaient, donc on se posait pas trop de questions, c'est que ça marche. Mais par contre, Marie-Ève s'épuisait sur ce métier qui n'était pas son métier premier, donc il était temps d'accueillir quelqu'un et de créer un poste. Et bonne étoile, Clémence qui postule enfin, sans qu'on ait besoin de sortir une feuille de poste ou un recrutement. Et là, en effet, gros travail de fond, de process, de création d'outils, d'analyse, d'observation et gros travail aussi de recrutement derrière. Trouver la bonne personne qui soit passionnée par ce métier. Moi qui suis créatrice, j'ai du mal à concevoir qu'on soit passionné par la fidélisation client, par le mail, par le suivi de colis, et en fait d'avoir cette casquette très organisée. Moi, c'est vrai que je délègue ce métier avec grand plaisir. Moi, j'adore créer, j'adore faire les shoots, la com, le marketing. Mais c'est vrai que recruter quelqu'un qui soit passionné avec un grand côté cartésien, logique, carré, qui adore les tableaux, analyser des chiffres, c'était intriguant et très intéressant. Ouais, il faut de tout. Bon, et il y avait une chose aussi que tu nous avais dit en off, tu l'as pas dit dans le premier épisode, mais je voudrais que tu abordes le sujet. C'est, tu nous disais que maintenant, aujourd'hui, tu te disais que potentiellement, tu allais mettre en place ce rituel de régulièrement auditer l'organisation de l'entreprise pour voir, avec un œil externe, s'il y a des choses qu'il faudrait pas optimiser, améliorer. Parce que quand on a la tête dans le guidon, on se rend pas forcément compte de tout ce qui va pas. Exactement, exactement. Je l'ai fait malgré moi parce que j'avais la chance que la société grandisse rapidement et durablement. Donc malgré moi, j'ai fait intervenir des personnes expertes dans leur domaine et c'est génial parce que je me suis rendu compte de leur valeur et de ce qu'ils ont apporté à la société. Dieu sait qu'ils ont apporté à cette société et je l'en remercie encore aujourd'hui. Il y a une expertise, ça vaut de l'or. Donc c'est des personnes qui valent de l'or dans- en tant qu'humains, mais aussi financièrement. Il faut accepter aussi de les rémunérer à cette hauteur-là, mais ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup parce que derrière c'est fluide, derrière c'est léger, derrière on peut faire notre métier premier et tout est carré. Et donc moi j'ai compris la valeur de personnes expertes, externes, et dernièrement ça a été une avocate et on devait signer une boutique à côté du bon marché. Le loyer était extrêmement cher. Là, cette fois-ci, c'était trop risqué de laisser un bail comme ça et de le signer sans me faire accompagner. Et donc, la dernière expertise qui a intégré la boîte, on a travaillé pendant 3 mois sur la réécriture du bail pour finalement ne pas signer parce qu'il n'était pas assez en notre faveur et trop risqué en période de Covid. C'était à l'époque de Covid. Mais pareil, je l'ai rémunéré à sa valeur. J'ai appris énormément sur les beaux commerciaux, sur les petites phrases, sur ce qu'il fallait checker, sur ce qu'il fallait laisser couler, sur ce qu'il fallait ne pas laisser passer. Et donc, ça, dès qu'une nouvelle problématique arrive, soit dans notre quotidien ou soit parce que on a un nouveau partenaire, ou une nouvelle opportunité. Peut-être que ça va être des ouvertures de boutiques et je vais peut-être me faire accompagner sur de nouvelles ouvertures de boutiques. Là, je ne sais pas encore, mais c'est sûr qu'il y aura d'autres personnes qui vont venir nous enrichir de leur expertise et j'en suis convaincue et c'est passionnant de fréquenter ces personnes-là qui ont une dizaine d'années d'expérience et, euh, et mille et une histoires à nous raconter.
Merci en tout cas pour ce témoignage. Du coup, question suivante. Quelle a été la décision la plus difficile? Si tu regardes rétrospectivement sur tout le parcours, quelle a été la chose la plus difficile que tu as eu à apprendre à faire? En fait, tout a été très dur. En fait, le chemin est, c'est vraiment difficile. Gérer une entreprise, tu te remets en question tellement tout le temps, tous les jours, et on a envie d'abandonner chaque jour. Enfin, c'est vraiment dur. Et tu te remets en question humainement, personnellement. Tu te dis, mais je suis pas à la hauteur, je vais pas y arriver, j'ai pas la force. Et puis, et on sait pas pourquoi. Et un coup de pied aux fesses qui fait qu'on repart. Mais c'est sûrement quand même les moments les plus stressants ou physiquement où je me tape de l'herpès ou des chutes de cheveux ou une fatigue extrême, c'est les déménagements. C'est les déménagements et les nouveaux engagements immobiliers. C'est vraiment quelque chose où là, ça rigole pas, quoi. Ce sont des sommes astronomiques, ce sont des engagements. Même mes baux précaires, les loyers sont pas donnés. Et là, le dernier en date, ça a été vraiment. Bon, là, on est sur du 369 aujourd'hui dans nos nouveaux locaux. Physiquement, j'ai subi. Malgré ces 8 années d'expérience, j'ai vu mon corps subir ce passage, quoi. Et donc, c'est vraiment des moments de doute extrême où c'est très rare, où je peux faire des insomnies, ou me réveiller en pleine nuit avec une to-do à devoir mettre sur papier. C'est alors que j'ai un très bon sommeil, j'adore dormir et c'est très important pour moi. Donc là, ça montre vraiment, ce sont ces passages, quoi. Ces passages d'investissement immobilier, de déménagement qui sont les plus complexes pour moi à gérer. On comprend, on comprend sans problème. Pour l'instant, on est en location de bureau, on n'est pas encore Oui, mais justement, on n'a pas en réussi. 369. On n'avait justement pas voulu y aller parce que la décision pour nous était trop importante à ce moment-là. Et effectivement, Ouais. je comprends totalement l'idée. Bon, bah, dernière question du coup, Élise. À ton avis, quel est le secret de ta résilience? C'est le travail. C'est le fait d'avoir fait tous les métiers avant de les déléguer. C'est de comprendre chaque poste et chaque euh, que, valeur ajoutée que les personnes apportent. Euh, c'est de ne pas avoir euh, eu d'aide. Et le fait d'avoir cravaché fait que aujourd'hui, bah, ça me reste, quoi. Et je me souviens de ces premières années de doute, ces premières années de travail, ces nuits blanches, et ça me permet aujourd'hui d'être déjà super fière de moi et, et, et de comprendre la valeur de chacun parce que sans eux, ben, j'aurais pas réussi. Donc, on a un peu cette résilience tout ensemble, c'est que on sait que chacun a sa valeur et toute seule, bah, il n'y a pas, en fait. Ça n'aurait pas existé. Et puis, pourquoi toujours un pied devant l'autre? C'est aussi une éducation. Une éducation, le fait de on peut pas s'empêcher d'avancer. C'est comme ça. On avance et moi, ça me booste, ça me drive, ça me porte. Et l'ennui, c'est pas possible. Rester sur mes lauriers, ne pas me challenger, c'est pas possible. Donc, on continue d'avancer dans le respect de chacun et vraiment dans la conscience de la valeur de chacun. Ah, c'est passionnant ce que tu dis. En plus, bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouveront dans cette idée, dans cette valeur travail. Euh, Moi, je rajouterais autre chose aussi à t'avoir écouté là, pendant tout ce temps. Je pense qu'il y a autre chose dans le secret de ta résilience, c'est que empiriquement, tu as mis en place ce qu'on appelle une boucle d'amélioration continue. Et tu as ce mécanisme constant de je découvre un problème,
je l'analyse, je me rends compte qu'il faut le déléguer ou qu'il faut l'optimiser, voilà, retravailler dessus. Je mets en place ce qu'il faut ou je teste, puis je mesure, je regarde les résultats. Si tout va bien, bah, je découvre un autre problème et je recommence cette boucle. Si ça va pas, bah, je recommence cette boucle sur le problème en question. Et en fait, ça, c'est quelque chose. Très vertueux. Et ce qui est rigolo, c'est que tu as régulièrement parlé de ta petite étoile. En fait, ta Ouais. petite étoile, c'est toi-même, en fait, et ta valeur travail et apprentissage. Peut-être, mais c'est vrai que j'ai vraiment l'impression d'avoir une bonne étoile quand même parce que j'ai croisé les bonnes personnes au bon moment. Et Dieu sait qu'elles étaient parfaites pour, pour le moment. Et, euh, et j'aime à croire que c'est une petite étoile, mais il y a aussi, bien sûr, le fait de ne pas abandonner et de prendre le téléphone et de chercher ou de répondre à des mails et d'accueillir ces personnes aussi et d'oser aussi signer des contrats. En plus d'une bonne étoile, c'est beaucoup d'audace et de risque. Faut aimer le risque, quoi. Hein. Faut aimer l'inconfort. Merci beaucoup, Élise. Moi, j'ai trouvé cet échange fascinant. Merci. J'aimerais bien te poser une dernière question. Oui. Quel conseil tu donnerais à un entrepreneur qui se lance? Une des choses dont j'ai parlé dès le départ, ce serait de ne pas attendre que tout soit parfait. S'il a une idée, s'il a une envie, qu'il y aille et qu'il commence tout de suite avec ce qu'il a, sans attendre d'avoir plus ou que ce soit mieux. Et de tester son produit. Et finalement, le fait d'avoir été inconnu pendant 2 ans m'a permis de tester d'améliorer mon produit. Et si j'avais eu du financement tout de suite ou si tout avait été parfait tout de suite, peut-être qu'on aurait eu des difficultés autres, mais avec beaucoup plus de conséquences. Parce que faire des erreurs en investissant 100 euros, c'est pas la même chose qu'en investissant 100 000. Et donc, moi, j'ai fait plein d'erreurs avec peu de choses et ça m'a permis de grandir doucement et sereinement. Donc, pas forcément attendre une levée de fonds. Après, tout dépend aussi du contexte et du domaine. Mais moi, je parle dans mon domaine, l'artisanat, on y va. On fait le produit, on teste, on se lance, on y va et on améliore ensuite. Et j'ai vu quand même et j'ai entendu des personnes autour de moi qui attendaient d'avoir le concept parfait, le produit parfait. Mais ça peut freiner, voire bloquer ou stopper net un projet par ce souci de toujours mieux. Le mieux est l'ennemi du bien. Ça m'accompagne énormément aussi. Le mieux est l'ennemi du bien. Il faut y aller, il faut oser lancer le projet, on y va et on voit. Merci beaucoup, Élise, pour ce conseil. On notera tous les éléments pour pouvoir te rencontrer, te contacter ou contacter ton entreprise dans la description de ces épisodes. Et puis, bah, merci beaucoup. Ah, merci à vous. J'étais ravie.